Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes maintenant bien installés, prêts à passer un moment avec nous puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, vous le savez chers amis. Comme tous les soirs et 7 jours sur 7, c'est votre libre antenne à partir de maintenant. Vous retrouverez bien évidemment l'info à partir de 23h et aussi à minuit. Donc si vous avez raté un peu d'infos, vous pourrez vous rattraper tout à l'heure. En attendant, nous sommes aujourd'hui le 29 août et c'est la journée internationale des personnes disparues. Donc nous avons une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui souffrent de l'absence d'un de leurs proches. Ils sont, croyez-moi, nombreux et nombreuses à souffrir de ces absences puisque, vous le savez, près de 10 000 personnes disparaissent chaque année en France. Et là, on est dans la journée internationale, donc c'est au niveau mondial. Donc on pense à toutes ces personnes qui souffrent de cette absence terrible. Et bien évidemment, vous qui nous écoutez, si vous voulez nous appeler pour évoquer une disparition et toutes les questions que vous vous posez autour, vous n'hésitez pas, vous composez le 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, le numéro non taxé d'Europe 1. Vous pouvez nous écrire vos SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Vous pouvez vous signer ces SMS pour que je les nomme à l'antenne. Et puis, bien évidemment, il y a toujours notre page Facebook où vous êtes 18 600 membres et où vous pouvez aussi nous contacter. Donc voilà, tous les chemins mènent à cette libre antenne. Et puis, évidemment, il y a toujours notre adresse mail libreantenne@europe1.fr. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Nelly au 39 21. Bonsoir Nelly. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Nelly ? Je vous appelle de Châteaumeillan, une commune dans le Cher. D'accord. Et quel âge avez-vous Nelly ? J'ai 49 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler ? Alors moi, je vous appelle pour vous parler d'un combat qu'on mène depuis presque 7 ans pour que la justice reconnaisse son erreur face à une mise en examen de notre père, qui a été mis en examen en 2017 pour meurtre. D'accord. Il me semble avoir eu une intervention à l'antenne il y a quelques mois concernant l'affaire qui nous réunit ce soir, Nelly. Oui, tout à fait. D'accord, oui, c'était très bien. Adélia qui a été intervenue sur cette affaire, qui elle est donc ma belle-mère et qui avait témoigné pour Fernand, donc la personne qui a été assassinée. D'accord. Voilà. Alors on va reprendre l'affaire depuis le début parce que bien évidemment bon nombre de personnes qui sont à l'écoute ce soir n'ont pas entendu tout ce qui concerne cette affaire. Que s'est-il passé à l'origine ? Alors au départ, en 2016, Fernand a été assassiné chez lui par arme à feu et donc ça a été un choc bien évidemment et il y a eu tout de suite une enquête criminelle d'ouverte, des personnes interpellées parce qu'il y avait des mobiles évoqués dans cette affaire pour ces personnes-là. Des mobiles assez évidents ? Assez évident, oui, qui désignait des personnes en particulier, oui. Je crois savoir que Monsieur Fernand Mourao avait été victime de menaces de la part de certaines personnes. Oui, des menaces de mort. Donc, c'est donc bien évidemment ces personnes-là qui ont été interpellées dans un premier temps. Et puis pour un alibi qui, pour moi, ne tenait pas trop la route, ont été tout de suite écartés de cette enquête. Il y a dans cette histoire, je crois, une histoire par rapport à un homme lié aux gens du voyage. Et vous pouvez aller un peu plus loin sur les gens qui ont été interpellés dans un premier temps ? Oui, ce sont ces gens-là qui ont été interpellés dans un premier temps, puisqu'il était en conflit
avec eux suite à un enfant qui était né d'une union qu'ils avaient eue avec une des femmes. Et donc voilà, c'est ces personnes-là, oui, qui ont été interpellées et qui ont été relâchées très rapidement. C'est ça, monsieur. Voilà. Donc Mourao avait eu un enfant avec Oui. une femme issue du milieu des gens du voyage, et il souffrait d'ailleurs de ne plus pouvoir voir son enfant, me semble-t-il. Voilà, il avait engagé une procédure pour faire reconnaître ses droits de paternité, et à partir du moment où il a engagé cette procédure-là, voilà, il y a eu un conflit entre eux, et puis voilà. D'accord. Donc il est assassiné dans des conditions très violentes, puisqu'on lui a tiré dessus, c'est ça? Oui, 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 oui. Qui découvre le corps de Fernand? Alors donc, parce que bon, Fernand avait l'habitude de tous les matins d'aller boire le café chez Adélia, donc ma belle-mère, sa sœur. Et donc, bon, un matin, il vient pas, elle se tracasse pas trop, et puis le lendemain, il vient pas. Donc là, elle commence vraiment à paniquer. Et comme mes parents habitent la maison qui est juste à côté de Fernand, non, dans un premier temps, elles ont décidé avec une des sœurs d'aller voir. Bon, la maison était toute fermée. Elles ont eu peur un peu de rentrer, donc elles ont appelé mon père, en fait, pour lui demander s'il pouvait rentrer dans la maison, voir si il s'était pas passé quelque chose. Et donc c'est donc mon père qui est rentré le premier et qui a découvert Fernand dans une mare de sang. D'accord. Votre père découvre donc son voisin et ami dans Voilà. une mare de sang. D'accord. Donc, dans un premier temps, des personnes sont interpellées et donc ont un alibi qui tient la route. Non, un alibi qui tient pas la route, mais je suis pas enquêtrice et j'ai pas le dossier, j'ai pas tous les éléments du dossier réellement, mais un alibi qu'un téléphone aurait borné chez eux le soir du meurtre suffit à l'enquêteur de l'époque pour dire que leur alibi est convenable. Voilà. L'enquêteur principal, vous voulez dire? Voilà, oui. D'accord. À partir de ce moment-là, que se passe-t-il? Ces personnes-là sont relâchées et l'enquête continue? L'enquête continue, oui. Et nous, on est très liés. Nous, la famille Tourny, nous sommes très liés avec la famille Mourao, puisque Fernand, c'est mon oncle par alliance. Enfin, on est très très liés. Et donc, bien évidemment, on attend un dénouement. Voilà, que l'enquête se fasse et que les gens soient interpellés et que ça aboutisse. Et donc, ça dure comme ça jusqu'en février 2017. Donc, Fernand a été assassiné en mars 2016 et jusqu'en février 2017, où un jour, je reçois un appel à mon travail en me disant voilà, on vous informe qu'on vient d'arrêter vos parents et ils sont mis en garde à vue à partir de cette heure-là pour le meurtre de Fernando Mourao. Oh là là. Voilà. Vos parents, ça veut dire votre mère et votre père? Ah oui. Les deux, oui. Quelle relation avait-il avec Fernand Mourao? Elles étaient très bonnes, ils s'entendaient très bien. Ah oui, ils s'entendaient très très bien. Ils s'entendaient très bien. Ils étaient amis, voisins. On partageait des fêtes familiales ensemble. On était très très bien. Ils étaient très très bien avec Fernand. Qu'est-ce qui fait à un moment que le directeur de l'enquête, le patron de l'enquête, se tourne vers votre mère et votre père? Qu'est-ce qui le dirige vers eux? Alors, ce qui le dirige, dans un premier temps, je pense, c'est une relation croisée qu'il y a eu 35 ans auparavant. Oui. Entre mon père et la femme de Fernand. Et puis ensuite, Fernand et ma mère. Mais c'est une relation qui a duré que quelques jours et qui date quand ils avaient 20 ans. D'accord, 35 ans avant, donc tout le monde a un peu fricoté avec tout le monde. Voilà. Et donc, à l'époque où en plus ce sont de jeunes gens. Voilà, ils ont une vingtaine d'années et donc c'est le mobile principal de C'est le mobile principal, incroyable. Voilà. Vous n'avez pas dû prendre ça au sérieux au début, enfin ça a dû... Disons, quand on
Évidemment, ça fait peur hein, quand on arrête nos parents comme ça et puis que la maison est sous scellé, etc. Mais on s'est dit ça va aller, ça va durer 2 jours et puis après ils vont se rendre compte que voilà, c'est pas eux, c'est pour l'enquête, ils enquêtent et puis voilà, ils vont lâcher tout le monde et puis c'est tout. Voilà, ça sera une mauvaise expérience Oui, oui. et puis voilà. Mais non, 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 ça s'est pas arrêté là puisque on est 7 ans plus tard et on en est toujours au même point. Alors, vous allez nous Sauf expliquer que ça. Donc, dans un premier Mhm. temps, vos parents sont quoi sont en garde à vue et ils sont incarcérés? Alors, les 2 sont en garde à vue. Ma mère est relâchée, après plus de 24 heures de garde à vue et mon père, lui, est mis en détention provisoire, à la suite de sa garde à vue. D'accord, Voilà. il est mis en détention. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, Mmh. Nelly, et on se retrouve dans quelques secondes. D'accord. Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 7 39 21. En commençant par le mot nuit. 75 centimes plus coût du SMS. Il est 22h30, vous êtes sur Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. C'est votre libre antenne, chers amis, et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 si vous désirez me parler. Et puis c'est la rentrée sur Europe 1, c'est la grande rentrée pour la rédaction d'Europe 1 avec Dimitri Plavlenko tous les matins. Eh bien Europe 1 matin vous accompagne et Dimitri Plavlenko avec toute la rédaction, Anissa Haddadi, Sonia Mabrouk, Olivier Delagarde, Gaspard Proust, les signatures de toute l'équipe d'Europe 1 matin vous donnent rendez-vous de 7h à 9h pour démarrer la journée bien informé, même si bien évidemment avec Alexandre et Omblin, vous avez aussi pour les leftos démarré l'info à partir de 5h jusqu'à 7h tous les matins. Europe 1 matin, c'est tous les matins avec Dimitri Pavlenko. Nelly, votre père est donc incarcéré suite à tout ça pour des charges on ne peut plus légères. Euh, Au début, qu'est-ce que vous ressentez? Vous dites ça ne peut pas durer comme ça, c'est un cauchemar, ça va s'arrêter, ou est-ce que vous prenez très au sérieux tout ce qui se passe? Alors c'est effectivement le mot, c'est vraiment un cauchemar qui arrive et on prend au sérieux, mais on se dit que ça va pas durer. On se rend tout de suite avec ma mère, ma sœur et mon frère mais devant la prison en fait et pour essayer de voir si on peut voir quelqu'un, si on peut parler à quelqu'un, parce que nous le milieu, la justice on connaît pas du tout, on sait pas du tout comment ça se passe et mais on se dit ça va pas durer, c'est pas possible, ça ne va pas durer, il va sortir, voilà, ça va être très rapide, il va sortir et finalement non, il sort pas. Il sort pas et il sera incarcéré pendant plus de 4 mois. Vous parlez d'une accusation irrationnelle soutenue avec hargne par un directeur d'enquête obsessionnel et psychorigide. Euh, vous y allez quand vous faites la description de ce directeur d'enquête. Qu'est-ce qui fait de lui quelqu'un d'obsessionnel et de psychorigide qui va réussir à égarer et influencer la justice au final? Ah mais c'est ça, c'est complètement ça en fait. Il a enfin pour nous, c'est un fabulateur. Il a émis un scénario avec des hypothèses, pourquoi on se pose encore la question, on ne sait pas pourquoi il s'est acharné comme ça sur notre père, sur notre famille, mais ça a été une horreur pendant, de 2016 enfin de 2017 à 2019, tant qu'il était, directeur d'enquête. Parce que c'était de l'acharnement. L'acharnement sur tout, sur les témoins qu'il allait interroger, sur les investigations qu'il allait faire, sur les perquisitions, c'était sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et puis voilà, c'est vraiment, en plus d'être un fabulateur, c'est un incompétent. Ce qui est très Donc, étonnant dans cette enquête, puisque je me suis un peu plongé dans votre affaire, c'est qu'il y a des suspects, en tout cas vraiment des personnes beaucoup plus évidentes, au premier rang des gens qu'on pouvait suspecter et surtout dont on aurait dû essayer de creuser les alibis, ce qui n'a absolument pas été fait, à contrario de votre père, puisque en ah oui, fait oui, on oui. a chargé votre père dans cette affaire d'une manière totalement grotesque. Euh, Comment ça s'explique ça? Il n'était pas entouré d'autres enquêteurs, cet homme? Il était seul à mener l'enquête? Non, 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 il y avait une équipe, Nous, on n'a pas rencontré tout le monde, On a surtout eu affaire à lui. Et, mais
dans sa façon dans ses pratiques. Enfin, tout nous semblait disproportionné. C'était vraiment, comme je vous dis, vraiment un acharnement. Il était omnibulé par ça. Il était convaincu. Convaincu que Et il c'était l'est votre père. sûrement. Ah oui, oui, il l'est sûrement encore d'ailleurs. Mais votre père avait-il des armes à feu? Est-ce qu'il y a eu des examens Oui, pratiqués oui, sur oui. votre Alors, père? oui, oui, mon père avait des armes à feu, mais qui n'étaient pas du tout des armes qui auraient pu donner la mort à qui que ce soit, hein. Et bien sûr, elles ont été saisies lors des perquisitions. Et donc ça a été un élément à charge, mais bon, elles ont toutes été analysées. Aucune n'avait servi, aucune n'était létale, voilà, c'est que mon père aimait les armes à feu. Il avait des armes à feu, il les a jamais cachées d'ailleurs. Et voilà, donc et ça faisait pas de lui quelqu'un de méchant du tout, hein. Donc lui Et va, ça va a été. rester en détention. Vous m'avez parlé de 4 mois tout à l'heure. Oui, Pourquoi oui. 4 mois? Ben, disons que dès le départ, l'avocat que mon père avait, a fait des demandes de mise en liberté. Oui, Et oui. alors à chaque fois qu'il y avait une demande de fait, la demande était refusée parce qu'il y a une investigation qui est arrivée une semaine après ou 15 jours après. On savait toujours de toute façon comment ça allait se passer, puisqu'il y avait toujours une investigation qui allait arriver, qui empêchait la sortie, jusqu'au jour où la juge des libertés a décidé de le laisser sortir, avec la condition, puisque c'était la demande de l'avocat, qu'il ne soit pas dans le département du Cher. Donc qu'il Voilà. soit éloigné du département du Cher. Donc voilà. Donc Ouais. comment sa vie s'organise-t-elle là, à partir de ce moment-là? Alors ma sœur qui habite au Puy-en-Velay, du coup, s'était proposé de l'accueillir chez elle, et heureusement. Et donc il est parti à plus de 300 kilomètres de chez lui Bon, quand mais il est sorti à partir du moment où on le libère au bout de 4 mois, cela veut dire que les charges qui pèsent sur lui ne sont absolument pas plausibles, en fait, parce que quelqu'un qui est soupçonné d'avoir abattu une autre personne, on ne sort pas de prison. Donc Oui. tout ça est tout de même léger, en fait. Les charges qui pèsent sur votre père ne sont pas vraiment appuyées par la justice. Ben non, non, même à la toute première demande de liberté, qui était donc en avril ou mars, alors qu'il était incarcéré en février, donc mars, l'avocat général était pour la libération, un mois après. D'accord. Et donc le parquet n'a pas suivi l'avocat général, mais il l'a maintenu parce qu'il y avait des investigations à faire, donc voilà. Bon, et donc Et votre père va rester inculpé? Est-ce qu'il va y avoir un procès? Non, il n'y a pas eu de procès. Il a été mis en examen avec des contraintes judiciaires, hein, pointer 2 fois par semaine, Oui. il n'avait pas le droit de rentrer en contact ni avec mon frère ni avec moi, alors qu'il vivait chez ma sœur. Donc c'est aussi incompréhensible. Et au départ, il n'avait pas le droit d'être en contact avec ma mère. Et l'avocat pour lequel on a fait appel en deuxième lieu a obtenu que ma mère puisse le rejoindre là-bas. Alors, comment la suite des événements va-t-elle se passer? Votre père va devoir rester éloigné du département longtemps, étant obligé de quitter sa maison et sa vie, en fait. Oui, voilà. Oui, plus d'un an, 1 an et demi, plus d'un an et demi. 1 an et demi. Mm. Pour arriver à quoi, en fait? À quelle Eh conclusion de la part de la justice? Voilà. Au bout d'1 an et demi, c'est l'avocat qui nous appelle pour nous dire, mais voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà. D'accord. Et qu'en Vous êtes est-il toujours donc? mis. Il est toujours Il mis est en toujours mis examen. il est toujours mis en examen. Il a toujours des contraintes de pointer. Il ne peut pas sortir non plus du département sans une autorisation. Mais il est chez lui. D'accord. Ça va durer combien de temps, cette histoire? Est-ce que aujourd'hui, d'abord, comment va votre père aujourd'hui? Parce que je suppose que cette histoire a dû lourdement l'impacter, a dû le transformer. Oui, mais c'est aussi un peu le but de notre appel, hein. C'est qu'aujourd'hui, notre père va très mal, puisque tous ces chocs, hein, que ce soit d'avoir découvert Fernand, parce que c'était vraiment son ami, c'était vraiment un ami sincère,
fait 1 an. La prison, l'accusation. Mon père, c'est quelqu'un de très sociable, très gentil, qui était toujours prêt à rendre service. Là, il se retrouve d'un seul coup à faire la une des journaux et être accusé de meurtre. Enfin, c'est inimaginable. La prison, le fait de ne pas rentrer chez lui, d'être coupé de ses amis, de sa famille. Et donc, il a déclenché une maladie neurologique dégénérative qui fait qu'aujourd'hui, ses jours sont comptés. Voilà. Votre père est condamné aujourd'hui? Oui. C'est vraiment la double peine pour lui. Ouais. Vous vous battez donc aujourd'hui pour recouvrer l'honneur de votre père. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça avance dans le bon sens? Malheureusement, ça fait des années que c'est en stand-by. Il ne se passe rien. C'est-à-dire que votre père est toujours inculpé? Oui. Qu'il n'y a pas eu l'ombre d'un procès? Non, ni l'ombre d'un procès, ni l'ombre d'une preuve qui fait de lui un coupable. Voilà, il n'y a strictement rien. Il n'y a jamais eu de preuve contre notre père. C'est incroyable cette histoire. Et est-ce qu'il doit continuer à pointer à la gendarmerie tout ça? Non. Ça, on a fini par obtenir l'arrêt parce que il est arrivé à un moment où il pouvait plus. C'était trop lourd pour lui d'aller pointer. Donc l'avocat a fait la demande qu'il arrête d'aller pointer. Ça a été accordé. Après, il a été libre aussi de pouvoir quitter le département. Il a plus ses restrictions de département. On est dans un brouillard total dans cette histoire, parce que finalement, on laisse votre père suspendu là dans le vide juridique, dans un gros vide juridique où il continue finalement d'être inculpé et donc soupçonné d'être le meurtrier de son copain, de son voisin. Et au final, personne ne veut le blanchir, en fait. Ouais, personne veut... On l'a désigné comme étant coupable, et finalement, rien n'a prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'il est ce coupable. Donc, on devrait l'innocenter. Or, rien n'avance. Rien n'avance, non. Et quelle explication vous donne-t-on? Est-ce que vous posez des questions à la justice? Est-ce qu'elle vous répond? Parce que dans ce pays, ce qui est quand même formidable, c'est que vous écrivez au procureur, vous écrivez pour avoir des réponses, et bon nombre de personnes, d'auditeurs et d'auditrices qui appellent cette libre antenne, ont déjà évoqué ici que aujourd'hui en France, on reste sans réponse de la justice. C'est-à-dire que voilà, on paye des impôts, donc jusqu'à preuve du contraire, l'argent de nos impôts doit servir à la justice, et donc un service qui est la justice vis-à-vis des citoyens. Donc dans ce service, il devrait y avoir un échange quand un citoyen demande, en tout cas pose une question. Or, un coup sur 5, sur 6, voire sur 10, pas de réponse. C'est le cas de votre père aujourd'hui. Ah ouais, complètement. Complètement, on n'a aucune réponse, donc nous on passe beaucoup par l'avocat, puisque voilà, c'est comme ça que ça doit être. Et l'avocat a déposé dernièrement, donc en mars, une demande de démise en examen, et pas de réponse, pas la moindre réponse, pas rien. On est au mois d'août, il se passe rien, et il se passera encore rien, puisque c'est comme ça depuis des années. Oui. Toutes les demandes qui sont faites, il n'y a rien. Il n'y a rien au bout. Et d'ailleurs, tous les gens qui nous soutiennent à chaque fois nous disent ça y est, c'est fini, il n'est plus mis en examen, c'est terminé, parce qu'ils n'entendent plus parler de l'affaire. Mais non, on est toujours au même stade, il est toujours mis en examen, et il ne se passe rien du tout. La justice nous ignore complètement. Elle se fout de l'honneur d'un homme qui n'a rien demandé à personne, qui était en parfaite... On est arrivé à penser que la justice joue contre la montre, en fait. Et la justice sait très bien que mon père est très malade. Et est-ce qu'ils n'attendent pas qu'il décède pour se prononcer? C'est ce qu'on finit par se demander, parce que... À ce stade-là, c'est quand même incroyable. C'est qu'on peut se poser la question, quel est l'intérêt de la justice à ne pas mettre un point final à cette histoire, car je rappelle que vous, la famille du côté de votre père, comme la famille de la victime,
vous vous entendez parfaitement bien et que tout le monde demande à ce que votre père soit blanchi de cette histoire, hein, qu'on nous rende l'honneur à cet homme, et des deux côtés. Et il est rare de voir la famille de la victime se joindre au combat. Or, c'est le cas. Oui, c'est le cas parce qu'ils sont voilà, ils sont extraordinaires nous, notre combat, voilà, c'est que notre père soit, voilà, qu'il retrouve son honneur, mais c'est aussi que l'enquête, voilà, se dirige enfin vers les bonnes pistes et mettre les criminels sous les barreaux. Voilà. C'est surtout ça, c'est que dans cette histoire, l'injustice... Nous, on est liés par ça, on veut la vérité. Mais bien évidemment. On veut que notre père soit innocenté, mais on veut la vérité. Parce que nous sommes d'accord, Nelly, qu'à partir du moment où votre père a été inculpé, l'enquête et donc les recherches sur les vrais criminels, les vrais meurtriers, cette enquête s'est arrêtée. En tout cas, tant que c'était ce directeur d'enquête-là, oui. Après, il y a eu quand même trois équipes d'enquête. On est quand même à la troisième équipe d'enquête, au cinquième juge. Et on a l'impression que tout le monde se passe le dossier. Donc, à chaque fois, on repart à zéro. Et on attend. Voilà. Mais nous, on attend, mais la partie civile attend aussi. Et ils en souffrent beaucoup, comme nous. Hein. On souffre tous ensemble, mais voilà, c'est un combat qui est très compliqué. Hein. Oui, je n'en doute pas. Mais tout est... voilà. Malheureusement, la situation d'aujourd'hui... voilà. L'enquêteur du premier... de 2016 à 2019 en est responsable. Et c'est comme ça. Vous avez mis une pétition en ligne. Hein. Alors, c'est encore mieux parce que c'est pas moi qui l'ai mis, la pétition, c'est la partie civile, c'est Charline, donc ma cousine, qui est donc la nièce de Fernand, qui a mis cette pétition. Et d'ailleurs, je la remercie beaucoup parce que c'est une initiative qu'elle a fait sans nous en parler. Elle nous a juste demandé: vous êtes OK si je fais quelque chose? On a dit oui, et elle a lancé cette pétition. Et voilà, une pétition qui vient de la partie civile, c'est voilà, c'est énorme. Énorme. On a déjà tout leur soutien, mais alors en plus ça, quand on voit qu'ils se démènent pour nous, autant que nous on se démène pour que la vérité éclate. Hein. Où peut-on trouver cette pétition comment peut-on la signer, Nelly? Alors il y a une page Facebook qui a été faite dans un premier temps pour Fernand, qui s'appelle Justice pour Fernand, où il y a un lien où on peut cliquer et donc voilà, s'inscrire pour cette pétition. Voilà. On la retrouve sur quoi? Sur Facebook, sur Instagram? Sur Facebook, oui. Oui, sur Facebook, oui. Vous pouvez nous donner l'intitulé de la pétition? Rendez à Gilles toute sa liberté. Rendez à Gilles toute sa liberté. Donc, si vous voulez vous aussi prendre connaissance de cette histoire déjà, de cette injustice, vous vous rendez donc sur Facebook. Rendez à Gilles toute sa liberté. Et vous pouvez bien évidemment aussi consulter notre page Facebook sur laquelle Florian et Julia mettront les références de cette pétition. Elle est déjà partagée, me dit Florian. Merci Nelly pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bien évidemment, on vous souhaite plein de courage. Oui, je vous remercie. Est-ce que je peux rajouter quand même quelques mots? Je voudrais quand même parler quand même des personnes qui nous aident depuis toujours. Hein. Je parle bien sûr de notre famille, de notre belle famille, des amis, parce qu'on a créé un comité de soutien et on a beaucoup d'adhérents à ce comité de soutien. Ça nous a beaucoup aidé, ça nous aide beaucoup. Roger-Marc Moreau aussi, à qui on a fait appel et qui a répondu présent tout de suite et qui nous a été d'une grande aide. Roger-Marc Moreau, qui est un enquêteur privé et qui, dans bon nombre d'affaires où il y a des injustices, a souvent démêlé les choses pour arriver à la vérité. Voilà. Et puis l'avocat, bien sûr, de notre père, Sylvain Cormier, qui est un excellent avocat et qui fait... qui fait ce qu'il peut pour essayer d'obtenir des choses
des magistrats. Mais, écoutez, on souhaite en tout cas que votre père soit innocenté définitivement. Et puis, je rappelle qu'il souffre aujourd'hui d'une maladie grave. Donc, comme vous nous l'avez dit, ses jours sont comptés. Il serait bien que la justice se bouge là-bas du côté du Cher, hein, du Loir-et-Cher, vous m'avez dit ? Oui. Non, du Cher. Du Cher. Oui. Courage à vous, Nelly, à vous et à tous les vôtres. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir.